Boa tarde a todos, bem-vindos ao Vídeo Brasil. A gente está aí agora dando continuidade ao foco 2 dos programas públicos. A gente teve uma discussão bastante interessante aí na parte da manhã hoje, sobre a questão do Sul e das territorialidades. E agora à tarde a gente vai ter uma discussão mais focada nos eixos que a gente estruturou dentro da curadoria, né? Aquilo que Júlia e Fernando falaram na mesa de abertura, essas questões que emergiram do conjunto de trabalhos que foi inscrito nos Panoramas do Sul. E, bom, esse eixo é um eixo que a gente chamou de natureza mágica. A gente viu vários trabalhos que dialogavam de uma forma diferente com a questão da natureza, de forma bem ampla, né? O que a gente pensou é que existia uma aportação diferenciada no modo com que essas pessoas tratavam a questão da natureza em relação ao modo com que a modernidade constituía a relação do ser humano com a natureza, no sentido de transformá-la e de reconstruir alguma coisa a partir daquilo, né? Então, é uma forma quase mítica e fabulosa, fabulosa no sentido forte da palavra, de fabulação, de criar fabulação a partir da natureza. A gente preparou um pequeno textinho que é uma síntese disso, eu vou ler, deixa a questão mais clara para todos. Na contemporaneidade, a representação da natureza assume contornos que extrapolam o projeto modernista de controle. Em diversas obras do Panoramas do Sul, a natureza surge como campo de ficcionalização. A mesa discute essa operação como alternativa para instaurar novas visões de mundo, partindo ora do universo mítico, ora de visões singulares, ora da crítica à percepção do entorno. Para conversar com a gente, os artistas Ayrson Heráclito, Roberto Winter e Bacari Diallo, três artistas que estão com mostra no Panoramas do Sul, e para fazer a mediação, Pablo Lafuente. Bom debate a todos, e a gente vai se falando. Muito obrigado. Primeiro, uma coisa assim pequena. A gente vai falar português. Eu vou tentar falar português, mas também francês. Se vocês não compreendem francês, podem pegar não sei como se diz, um tradutor para lá. Também, se falo rápido, talvez os tradutores podem dizer que a gente pode falar mais lento. A gente vai fazer uma coisa assim um pouco simples para começar. Eu vou dizer três coisas em relação a esse texto que vocês acabam de ouvir. E depois a gente vai fazer uma intervenção de cada artista, falando da relação que eles têm a essas ideias. E depois a gente vai conversar. E depois queremos conversar também com vocês. Eu pensava também ler esse texto, porque esse texto pequeno tem muitas palavras grandes, não? O título já tem duas palavras bastante grandes, porque é uma concepção clássica. A natureza se opõe ao diferente da cultura, não? É uma concepção ocidental clássica. A natureza é a coisa a cultura é a coisa feita pelo homem, a natureza é a coisa que não está feita pelo homem. Depois, magia. A magia é feita pelo homem, então a magia deveria ser cultura. Mas nessa história da concepção ocidental da cultura, a magia é uma coisa que não tem lugar. A magia é uma coisa que deve ser superada, eliminada, porque é uma prática que não produz conhecimento, não? Uma prática que é primitiva, que deve ser eliminada, não? Então, essa maneira de pensar cria umas oposições, umas tensões muito fortes, que têm muitas consequências políticas, culturais, de conhecimento, não? E de práticas sociais, não? Mas talvez não é a única maneira de pensar, não? Tem um livro muito interessante que apareceu em França nos anos 2000, 2005, acho que, de Philippe Descola, um livro que se chama Part de la nature et culture, mais allá de la naturaleza e la cultura, não? É possível tentar
pensar o mundo, talvez, sem utilizar essa divisão. E talvez essa coisa que a gente vai falar aqui agora. Mas antes de passar o microfone aos artistas, queria formular também uma palavra a mais, que acho que não está, ou se está lá, que é a palavra arte. Que essa articulação, esse vocabulário que eu definido muito rapidamente, muito simplesmente, onde está a arte? A arte está na cultura, não? Mas que cultura? A cultura da magia, a cultura do conhecimento? Não está na cultura do conhecimento, não? É impossível, não? Tem uma relação muito conflitiva com a ideia de produzir conhecimento da objetividade, não? Mas também a história da arte ocidental, que também é um problema, ha tentado sempre diferenciar-se da prática mágica também. Então, acho que é importante aqui proponer esse problema de que se talvez se a gente vai a reconstituir, a redefinir, a eliminar essas diferenças entre cultura, magia, a natureza, então a arte deve ser reconsiderada também. Que pode ser a arte? Então, acho que talvez agora podemos falar assim das perspectivas que cada um deles tem com esses problemas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar os trabalhos arriba, mas os trabalhos são muito diferentes, os três artistas. E os trabalhos dos três são tão diferentes, também a perspectiva que eles têm dos problemas que a gente quer discutir aqui. Então, vamos a talvez ouvir isso e depois tentar fazer conexões e também conflito e diferença também. Obrigado. Bakary, talvez você pode começar. Merci à tous d'avoir effectué le déplacement. Moi, je suis Bakary Diallo, je suis originaire du Mali. Voilà. Donc, j'ai mené une réflexion du point de vue personnel. C'est un choix personnel de porter un regard personnel, une analyse personnelle, voilà, sur la société. Je fais partie d'une société, mais je mets à l'écart pour l'observer, pour l'analyser et porter mon regard. Et peut-être qu'il servira à d'autres qui ne font pas partie de cette société, mais qui sont là en train de l'observer aussi, mais qui ne vivent pas la même expérience que moi, parce que moi, j'y ai vécu. Donc, je vous propose de faire la lecture du texte pour rester le plus fidèle à mes... Parce que si je me mets à parler comme ça, je vais être un peu dispersé dans mes idées, parce qu'elles vont pleuvoir. Donc, ça commence par... C'est une petite introduction. Donc, nature et magie sont un grand ensemble. La nature en constitue le moteur et la magie le carburant. Celle-ci est invisible. Elle pourrait être dans le silence, dans la parole, dans la réflexion, dans la croyance, mais aussi dans l'imagination. À mon avis, d'où les technologies et nouvelles technologies. Car ces dernières, c'est-à-dire technologies et nouvelles technologies, ne sont que les fruits de notre croyance en ce qu'on imagine dans le but de les traduire en concret. Donc la croyance peut se traduire en capacité ou pouvoir de transformer notre imagination en procédé de création matérielle, pouvant entrer en dialogue ou en interférence, une fois élaborée avec notre cadre environnemental, pour produire une autre nature qui n'existait pas au préalable. Cela est de la magie. Il en va ainsi quand les gens, sur le plan purement spirituel, c'est-à-dire du point de vue religieux, pratique religieux, ça peut être animisme, christianisme, l'islam. Donc les croyances, il en va ainsi quand les gens, sur le plan purement spirituel, se remettent
à la force d'une croyance ou se soumettent à l'accomplissement d'un rite, pour ne pas dire superstition, parce que superstition dans la conception occidentale, il y a des aspects négatifs, donc je fais attention. Moi, je préfère dire pratique rituelle, parce que à mon entendement, les pratiques rituelles sont un outil, sont des moyens, des objets entre les mains d'un peuple. Voilà. Par exemple, le peuple africain, pour prendre soin de lui-même. C'est ça mon entendement de la superstition, mais que j'ai traduit par rite, tout simplement. Donc, il en va ainsi quand les gens sur le plan purement spirituel se remettent à la force d'une croyance ou se soumettent à l'accomplissement d'un rite et espérer agir sur le cours de la vie. Une croyance bien réfléchie, donc c'est ce qui m'amène à poser cette question, une croyance bien réfléchie est-elle le gage d'un pouvoir de changement sur le cours de la vie? Il revient par conséquent à déduire qu'il y a une croyance et une imagination mentale aboutissant à tout ce qui est procédé ou objet techniquement, ou objet technique. Par exemple, nouvelle technologie, voilà, qu'on pratique dans l'art contemporain. Donc, il revient par conséquent à déduire qu'il y a une croyance et une imagination mentale aboutissant à tout ce qui est procédé ou objet technique, voulu et réalisé par l'homme, et également une croyance et une imagination. Il existe également une croyance et une imagination spirituelle, c'est-à-dire toute combinaison spirituellement intelligente mise en œuvre pour entrer en interaction avec l'invisible, s'appuyant parfois pour cela sur le visible, c'est-à-dire la nature en termes matériels. Et pour agir d'une manière ou d'une autre sur le cours de la vie, l'accomplissement de certains rites, la formulation de vœux, par exemple dans la religion, que l'on soit chrétien, musulman, juif, animiste, peu importe. Donc il nous arrive tout le temps de nous adresser au ciel et formuler des vœux. Donc pour moi c'est une utilisation intelligente de la spiritualité, voilà, pour essayer d'agir sur le cours de la vie. Mais la magie et l'art contemporain est qu'il y a la magie et l'art contemporain a l'atout de pouvoir combiner ces deux aspects et les transcrire en visuel matériel ou virtuel, en œuvre artistique tout simplement. C'est-à-dire l'art contemporain a l'atout d'utiliser s'il veut le pouvoir magique ou les pouvoirs virtuels, les nouvelles technologies, donc pour se raconter et s'émouvoir, se faire vivre. Exemple, je vais donner un exemple qui va vous édifier concernant la sacralité de la nature, concernant la sacralité de la nature, les animaux et tout. Donc, dans certaines parties en Afrique, il est fréquent de voir dans la cour de certaines concessions des animaux domestiques un peu particuliers. Donc, il peut être des chevals tout blancs, des béliers tout blancs, des coqs tout blancs, ou encore ces animaux cités peuvent être des couleurs noires et d'autres couleurs comme des couleurs étoilées, noires et blancs, donc selon les spécificités demandées. Donc d'ordinaire, on pourrait admettre que cela tient seulement de l'attachement ou de l'amour pour ces animaux de la part de leurs propriétaires. Cela est vrai, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, il se trouve qu'ils sont dans certains cas là parce que ça a été conseillé soit par un marabout ou un voyant. Parce qu'ils sont souvent, ces animaux sont souvent censés porter bonheur et protection à leurs propriétaires. Donc on dirait bien qu'on est dans le domaine du mysticisme ici. Quand l'interaction des 10 animaux, comment l'interaction des 10 animaux sur la vie de leurs propriétaires. La question se pose,
Donc, à mon entendement personnel, parce que je porte un regard personnel sur la société, ce n'est aucunement du mysticisme. C'est que les marabouts, par exemple les chamans, comme d'autres les connaissent, ne dit pas. Ce qu'il sait et qu'il ne dit pas, c'est seulement que les animaux, quels qu'ils soient, ont besoin de notre assistance, notre protection, quand bien même ils peuvent être sauvages. Ça peut être des animaux sauvages. Donc, car dans la culture africaine, d'après Sotigui Kouyaté, les griots, les sages, les cinéastes et hommes de théâtre, dans une de ses interviews, dit qu'il existe deux mondes dans la culture africaine, le monde visible et le monde invisible. Il est également considéré que tout a une vie. Considérer que tout a une vie. Par exemple, cette chaise a une vie. Voilà, ça c'est dans la conception africaine. Donc, par conséquent, l'homme représente d'abord son âme dans un arbre, ensuite dans un animal, et après vient la personne elle-même. Donc, vous comprendrez que depuis, dans la tradition africaine, on accordait une très grande importance à la nature, à la protection de l'environnement, à tout ce qui... Donc, il y a tous ces aspects qui sont déjà traités dans la culture africaine. Donc, tout comme la notion de démocratie et tout autre, parce qu'on a eu les premières assises concernant les droits de l'homme au Mali, depuis le XIIe siècle, pendant le temps de l'Empire mandingue, dont l'empereur était Soundiata Keïta. Donc, quand on part dire maintenant, imposer des choses, des visions aux Africains, sans tenir compte de leur réalité, de leur contexte, moi je trouve que c'est un peu maladroit, c'est à côté, donc il faudrait que chacun reconsidère sa position et regarde l'autre avec beaucoup plus de respect, de considération pour sa culture, sa personne, voilà, quelle que soit son origine. Et c'est ce qui caractérise le peuple africain, mais on a été... Il y a une volonté d'acculturation, de manipulation qui continue, donc il faudrait que ça cesse. C'est notre combat. Parce que les animaux sont des êtres faibles. Donc je reviens aux animaux, parce que les animaux sont des êtres faibles par la domestication, si c'est le cas, s'ils sont domestiqués. Car cependant, l'homme, en termes de nourriture, a la charge de les nourrir et de les soigner. Ces animaux peuvent être confrontés à d'autres difficultés, à l'état sauvage, qui sont conséquences des activités humaines, les déboisements abusifs par exemple, la production intensive de gaz à effet de serre par la surindustrialisation, la pollution de la nappe phréatique et par les rejets de substances chimiques hautement toxiques dans la nature. Comme effet néfaste de ces pratiques, nous pouvons citer le réchauffement climatique avec comme corollaire le tarissement des sources d'eau, l'aridité des sols, ne pouvant plus offrir des végétations adéquates pour nourrir les animaux. Alors, le bonheur que les marabouts, c'est-à-dire les chamans, le bonheur que les marabouts ou les voyants prédit ou promet à celui qu'ils consultent, c'est-à-dire les marabouts aussi prodiguent souvent des conseils. Les marabouts ont un rôle, par exemple, de médecins traditionnels dans la société africaine. Donc c'est un espoir, psychologique. C'est comme le traitement médical constitue un traitement médical et psychologique, un espoir et un soutien psychologique pour les patients. Donc de même dans la société traditionnelle africaine, les marabouts aussi, les chamans constituent un soutien moral, un soutien psychologique pour la population. Donc l'homme a en charge de garantir le bien-être même des animaux, de la nature, de notre cadre environnemental. Parce que dans la conception africaine, il est considéré que tout acte posé
et qui va dans le bon sens est censé apporter du bonheur à celui qui l'a posé. Et de même, tout acte néfaste, toute volonté malveillante à l'endroit de son prochain, à l'endroit de la nature, à l'endroit de tout, a des conséquences néfastes aussi sur celui qui pose ces actes. Donc c'est comme ça que fonctionne la société africaine, c'est notre façon de voir. Donc il s'agit de prendre soin de tout ce qui nous entoure comme cadre environnemental. Ceci dit, la croyance elle-même doit à son tour se maintenir dans l'impérieuse nécessité de tenir un rapport mutuel et un impact juste, respectueux et solidaire en toutes circonstances avec tout ce qui nous entoure comme forme d'existence, animée ou inanimée, visible ou invisible. Par ici, l'invisibilité de l'air, par exemple, et sa susceptibilité d'être polluée par l'homme dans l'accomplissement de certaines activités quand celles-ci ne sont pas respectueuses des normes de protection environnementale. Pour tout résumer, c'est qu'il y a une force naturelle invisible, une sorte d'énergie positive qui récompense tout ce qui est bonne intention et bonne action, à n'en pas douter surtout. Donc, par ailleurs, l'évocation persistante et intense de la nature, du mystère, de la croyance ou des tentatives d'approche singulière à travers la fictionnalisation ou celle-ci à travers ces aspects précédemment cités, résulte de l'audace qui caractérise l'art contemporain ainsi que des progrès considérables qui ont été accomplis dans le champ des nouvelles technologies. Par conséquent, l'art contemporain et les nouvelles technologies ont en soi une autre nature qui dépasse la nature et la magie elle-même proprement dite. Les nouvelles technologies, par le biais de l'art contemporain, donnent au pouvoir magique un second pouvoir, le pouvoir virtuel, le pouvoir de se mirer, le pouvoir de se plastifier, le pouvoir de se revoir, le pouvoir des libertés, le pouvoir de rêver et le pouvoir de se réinventer tout simplement. Les nouvelles technologies donnent à la nature et à la réalité le goût et l'entrain pour la fiction. C'est le pouvoir à tout sentir et à tout faire sentir. Pouvoir à visualiser ce qui s'est imaginé ou qui ne l'a pas été il y a des centaines de siècles. Pouvoir à visualiser ce qui s'imagine, pouvoir à visualiser ce qui s'imaginera ou qui ne s'imaginera jamais. Qu'il soit rationnel ou de l'ordre de l'irrationnel. Les nouvelles technologies sont pour l'art contemporain, ainsi que pour le champ fictionnel, une femme dont la virginité ne se tarit point. La nostalgie des grands-pères ou des grands-mères qui ne sont plus se comptent avec nos pères, nos joies, nos espoirs y sont manifestés, nos folies, nos raisons et nos croyances s'y disputent. Tout comme le mystère lui-même, l'art contemporain par la magie des nouvelles technologies continuera de nous surprendre. Le plus beau de son mystère demeurera dans les œuvres artistiques qu'il nous réserve. Voilà, ça c'était mon point de vue personnel, voilà, sur la thématique. Donc en ce qui concerne ma pratique artistique et ma production artistique, mes travaux sont surtout motivés par des sujets sociopolitiques et économiques, parce qu'il est de nos jours nécessaire qu'il y ait un changement qui s'opère dans les rapports universels, entre les différentes populations à travers le monde. Un rapport de respect, un rapport de considération. Donc, mais au niveau local aussi, il y a des problématiques. Tout n'est pas la faute de l'autre. Il faut poser un regard critique, il faut faire son autocritique et essayer
à partir de là, voir quelles connexions on pourrait faire quand on est appelé au vivre en commun. Donc nous sommes des humains, on est appelés, on a besoin les uns des autres. Il y a des capacités en Europe qui ne sont pas au Brésil, des capacités au Brésil qui ne sont pas en Afrique. Donc nous devons être dans un rapport d'ouverture, de respect de l'un envers l'autre, mais basé sur la justice pour faire une répartition de ces atouts dont la totalité n'existe nulle part ailleurs. Donc chacun d'entre nous a besoin de l'autre pour bâtir un mieux-être sur la Terre. Donc pour cela, ça c'est du point de vue international, mais sur le plan local aussi, il y a des problématiques. Donc dans mes travaux, je traite des questions concernant la femme, la condition sociale de la femme, sa place dans la société, les rôles qu'elle joue. Par exemple, ma maman, elle a tout fait pour moi, depuis la base jusqu'à l'université, elle m'a soutenu dans mes études. Donc la femme, elle n'est pas n'importe qui. Donc on ne peut pas, elle doit être vue, elle doit être comprise avec respect et considération. Nous devons apporter à la femme toute notre solidarité, mais à ne pas l'instrumentaliser aussi comme un être faible. Elle est loin d'être un être faible, parce qu'une femme qui arrive à assurer une bonne éducation pour quelqu'un, c'est quelque chose de très fort. Donc, toute notre éducation passe à travers les mains de la femme. Donc, il y a cet aspect qui sont dans mes travaux, les travaux que j'ai présentés dans la dernière édition, parlaient des souvenirs d'enfance, des moments que j'ai passés aux côtés de ma maman à l'aider dans les tâches ménagères. Parce qu'elle n'a eu que des garçons comme premier enfant. Donc, on était obligé de faire de l'appuyer dans tout ce qu'elle faisait. Et à côté aussi, il y a des aspects culturels qui sont traités, c'est-à-dire donner une place d'expression à notre culture, pour faire la promotion de notre culture auprès des autres, mais tout en restant ouvert aux autres, enrichir les autres de notre culture, mais et enrichir également les nôtres par celles des autres. Donc c'est mon point de vue et c'est pour ça que je suis là. C'est une nécessité aussi pour nous d'être les uns chez les autres, et échanger de nos préoccupations, de nos espoirs, de ce qui nous donne confiance en une vie meilleure. Okay. Et à côté aussi, je parle de la nécessité de promouvoir la démocratie. Parce qu'à mon avis, la démocratie, c'est le type de pouvoir qui regroupe tous les éléments pour répartir une vie un peu juste entre les gens. Donc c'est le type de pouvoir qui garantit le mieux-être de tous dans une justice raisonnable. Mais il y a quel problème avec l'Afrique? Le problème est que la démocratie en Afrique, elle n'est pas libre. La démocratie africaine elle-même n'est pas libre, même si la démocratie est supposée représenter la liberté. Mais la démocratie en Afrique est emprisonnée, elle est imposée, c'est une démocratie télécommandée. Donc il faut que cela cesse. Donc on appelle les uns et les autres à développer de nouvelles visions pour qu'il y ait un changement dans cette direction. Il faut que ça change en Afrique, on ne peut pas continuer comme ça. En tant qu'artistes, nous allons nous mettre ensemble et nous battre pour faire changer les choses et que l'Afrique soit traitée avec respect et dignité partout où elle se retrouvera. On n'appelle pas à lui jeter des fleurs. S'il y a des choses qui ne vont pas au niveau africain, il faut le dire. Mais s'il y a des choses aussi qu'on impose aux Africains, on nous impose la guerre, on vit dans la violence, ça ne finit pas, on est dans la violence, on meurt dans la violence, il faut que cela cesse. Voilà, donc nous voulons un monde meilleur pour nos enfants, pour la postérité. Et tout le monde est interpellé. Par exemple, au Mali, il y a des problèmes. Nous savons qu'il y a, au niveau local, il y a eu des choses qui n'ont pas marché, mais cela existe partout. Les parfaits, ce n'est pas humain, ça n'appartient pas à l'humanité. Donc, mais si les uns et les autres... On peut retourner tous. Okay. On peut retourner plus tard. Ok, non pas.
Desculpa, para a gente poder voltar mais tarde um pouco, mas acho que é importante as intervenções das outras duas pessoas aqui. Roberto? Bom, acho que como o Pablo falou, são muitas coisas estão envolvidas, acho que no texto que foi mandado. Oi? Tá. Muitas coisas estão envolvidas no texto que foi mandado para a gente, vários conceitos e tal. Ele falou natureza, magia, cultura, arte. De todo modo, eu acho que a gente podia até se perder assim em problemas semânticos de tentar definir ou fazer genealogias e relações desses termos e tal. Acho que a única coisa que para não cair muito nessa armadilha, que eu faria é comentar que do jeito que eu entendo a ideia de magia, a partir, obviamente, de uma cultura totalmente ocidental, é que existe uma negatividade implícita na palavra. E com isso eu quero dizer que, enfim, da maneira que eu entendo, magia tem um pouco a ver com enganação, com truque, com algo assim, né? Obviamente, em relação a outras culturas e como outras culturas se relacionam com isso, talvez seja uma má apropriação ou uma conexão ou uma definição ruim para falar de magia, sei lá, para o que pode ser para um índio na Amazônia e assim por diante. Mas, de todo modo, eu acho que talvez seja um problema mais semântico do que talvez da coisa em si. Enfim, eu achei curioso que o Bakary falou de tecnologia. Eu tinha pensado também em tecnologia, né, na relação que foi um dos termos que eu acho que o Pablo não trouxe quando ele falou em natureza, magia, cultura e arte, né? Mas acho que, bom, faz sentido, né, falar de tecnologia aqui. Quando eu estava pensando, quando eu fui convidado, enfim, para participar aqui, uma das coisas que eu me lembrei, que eu pensei, é uma frase, enfim, chamada de terceira lei do Arthur C. Clarke, o autor de ficção científica. E ele fala que toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica, né? E aí a primeira coisa que isso me faz pensar é que existe um termo relativo aí, né? É indistinguível da mágica para alguém, né? Para alguma outra cultura, por exemplo, né? E aí, por exemplo, claro, obviamente a ideia de tecnologia em si também é até onde eu entendo, ou obviamente na apropriação que eu faço dela, uma ideia ocidental também, né? Então, sei lá, quando o Bakary fala em tecnologia, falando virtual, coisas desse tipo, é claro que essas coisas talvez tenham uma história recente num mundo supostamente globalizado em que isso já não faz mais sentido, mas a genealogia talvez seja ocidental mesmo, né? E aí eu me lembro, enfim, além do Clarke, tem uma outra referência que eu acho interessante ou importante pensar, que é um escritor, um teórico austríaco que chama Florian Kramer, que escreveu um livro que é relativamente famoso no campo de arte e tecnologia até e tal, mas ele fala sobre a relação de tecnologia, mais especificamente no campo da programação, né, de computador, e há uma certa ideia de mágica. E aí ele faz isso, não diretamente, mas indiretamente, usando um conceito de ato performativo, assim, né? Porque supostamente na mágica o que você fala acontece, né? Então, sei lá, a mágica diz, tal pessoa, quer dizer, o príncipe vira um sapo, e na hora que isso é falado, a coisa em si acontece. E aí o Florian Kramer traz essa ideia para o campo da computação, que é totalmente linguística, né? Ela funciona com palavras, com dizeres, e esses dizeres eles acontecem também, né? Você, sei lá, você faz uma conta numa calculadora ou num celular, num computador, e o resultado ele aparece quase como mágica e tem essa tradução constante entre algo real e algo linguístico, né? É claro que usando o chip do computador, os elétrons e tudo mais, né? E aí eu acho que, a partir, obviamente, dessa ideia do ato performativo, dá para entender várias coisas e entender essa ideia de magia, ainda talvez muito pautado numa noção de enganação, talvez, ou de truque,
Mas, em primeiro lugar, eu acho que, por exemplo, a maneira como a gente, não sei se pode dizer a gente, mas a maneira como a gente se relaciona com economia, né, com a ideia de economia, o que é a economia, e é uma tecnologia, digamos assim, tão avançada para a maioria das pessoas que ela funciona como mágica mesmo. Então a gente, sei lá, a gente pega o que foi a crise nos Estados Unidos em 2008 ou no mundo inteiro em 2008 e assim, até onde eu sei, a maioria das pessoas nem consegue entender exatamente o que foi que aconteceu, o que é um derivativo, o que foi a crise do crédito exatamente, por que a crise aconteceu. Então, existe uma componente mágica aí que eu acho que está relacionada com esse tipo de situação. E aí, por outro lado, também, eu acho que dá para entender algumas noções de funcionamento de política também. E aí tem uma outra referência que é um cara que chama David Graeber, e aí ele faz justamente essa conexão entre magia e política, e daí depois ele leva para a arte, mas ele fala que a magia também tem uma possibilidade de entender a magia como aquilo que funciona porque as pessoas acreditam que funciona, né? E no acreditar que aquilo funciona, que aquilo passa a funcionar de verdade, né? Então, sei lá, um exemplo clássico, por exemplo, do ato performativo é a sentença do juiz, né? Então, na hora que ele fala, você está condenado, sei lá, você está condenado à morte na cadeira elétrica. O fato dele simplesmente falar isso faz com que isso aconteça. Óbvio que a ação da pessoa ser eletrocutada é diferente, mas a condenação em si, ela está diretamente atrelada à fala. Então, e aí, obviamente, para que essa fala funcione, para que ela haja como magia, se é que a gente queira pensar desse jeito, ela precisa de todo um contexto institucional, social, cultural e assim por diante, para que a condenação seja aceita. Então, não é a fala que faz a coisa acontecer, mas a crença de todas as pessoas que estão em volta dessa fala, de que ela é correta, de que ela deve ser realizada e assim por diante. Então, o sistema penal, o sistema legal e assim por diante. Tem um outro exemplo que eu acho que é interessante, que tem a ver com, que é o exemplo que esse David Graeber usa, na verdade, que é você dizer que você é o rei da França, por exemplo, né? A única coisa que você precisa para se tornar o rei da França é convencer todas as outras pessoas de que você é o rei da França. E daí, no momento que todo mundo está convencido disso, você se torna o rei da França. Então, a política, e aí ele usa esse exemplo meio que para dizer isso, né? A política tem essa componente meio mágica, se entendida do jeito que ele propõe, ou até pensando linguisticamente relacionada com os atos performativos, assim por diante.